Avec quasiment 6 mois écoulés depuis mon dernier triathlon en octobre 2022, qui m'ont notamment permis de réorienter ma manière d'approcher l'entraînement et de mettre un accent tout particulier sur le vélo, j'avais hâte de commencer cette nouvelle saison 2023 lors de l'Ironman Texas le 22 avril dernier. Une chose est certaine, peu importe le sérieux de la préparation, une erreur le jour de la course peut affecter le résultat de plusieurs mois de travail. Si la déception se fait naturellement sentir sur le moment, c'est également de cette manière que l'on apprend. L'essentiel étant de ne pas refaire plusieurs fois la même erreur. Malgré tout, l'Ironman Texas a été une superbe expérience et a notamment démontré qu'en s'investissant suffisamment, il était tout à fait possible de rattraper certaines faiblesses, notamment à vélo. La saison 2023 est désormais lancée et c'est sur cette base qu'il faudra continuer à construire pour obtenir les résultats attendus lors des prochaines échéances. Comme vous le savez, si vous avez un petit peu suivi cette série de vidéos, l'idée en prenant le départ de l'Ironman Texas était de prendre un slot pour retourner à Hawaï en fin d'année, mais malheureusement, Ironman ont annoncé peu de temps après que j'ai publié le trailer qu'il n'y aurait pas de Kona pour les hommes en 2023. Il y a aussi eu quelques changements dans mon calendrier initial avec le 70.3 de Dubaï et le Challenge Lisbonne qui n'ont pas eu lieu cette année, et du coup, la course au Texas, même si j'aurais préféré avoir un petit tour de chauffe avec une distance plus courte, marquait pour moi le début de la saison 2023 de triathlon. Contrairement à l'année passée où je m'étais mis moi-même un peu la pression tant à l'entraînement qu'en ce qui concerne les objectifs en compétition, cette année a vraiment été, et je pense que ça va continuer à l'être, une année assez différente car m'entraîner est redevenu un plaisir et j'ai pu voir de très nettes améliorations depuis quelques mois. Mon approche des courses est avant tout de passer un beau moment et de profiter au maximum de l'expérience, ce qui n'empêche pas toujours de rechercher la performance et donner le meilleur de soi-même, mais sans que cela ne devienne une obsession ou une fin en soi. Après tout, on reste des amateurs et ça doit rester un plaisir et une expérience positive indépendamment du résultat obtenu à compter du moment où on a fait de son mieux. La course avait lieu le samedi 22 avril et se déroulait juste au nord de Houston dans les Woodlands, mais compte tenu de la chaleur et de l'humidité ainsi que du jet lag, l'idée était d'arriver là-bas avec une dizaine de jours d'avance afin de pouvoir s'acclimater et de se remettre de la fatigue liée au voyage, et tant qu'à faire, également en profiter pour visiter un petit peu le Texas où je n'avais jamais mis les pieds auparavant et qui, pour être honnête, serait pas nécessairement ma destination rêvée pour des vacances en dehors d'une course. Donc départ le mercredi 12 pour Dallas, une ville pas très intéressante, ni d'ailleurs pas très belle. On a un centre-ville très banal avec quelques tours et des quartiers sans grand intérêt tout autour. On n'y restera pas très longtemps d'ailleurs, juste le temps de poser les valises, aller faire un tour en centre-ville, mais vu qu'on est arrivé assez tard et que les restos ferment à 21h, finalement ça a été assez rapide. Le lendemain matin, petit check-out run pour se remettre du voyage, un petit déj quand même dans un quartier assez sympa qui est un petit peu plus résidentiel, un petit peu plus excentré, dans un café qui s'appelait Le Tribal. C'était un petit peu le point d'orgue de la visite à Dallas. Nights go on, my nails are getting short. It's harder than I thought. It just shows you can only go so far and not get caught. I'm dying for more. I'm dying for more. Donc on ne s'éternise pas et on prend la direction du sud en passant par Waco. Ils ont tenté de faire une fois, je crois, un Ironman par là-bas, mais visiblement il n'y a pas eu un succès de fou et maintenant ils sont restés sur un format 70.3. En vrai, c'est une petite ville sans intérêt, mais qui a tout de même un petit quartier sympa construit autour d'anciens silos à grains où on trouve pas mal de restos, des petits cafés, des petits magasins. En vrai, c'est quand même assez sympa pour aller y passer quelques minutes. Mais ça s'arrête là. Et donc on poursuit notre route vers le sud en s'arrêtant à Round Rock, juste au nord de Austin, pour la nuit. Donc là, j'en profite pour remonter le vélo et je fais une sortie plus courte que prévu le soir parce que j'avais reçu mes nouvelles roues Cadex juste avant de partir et il a fallu installer l'espèce de tape sur les jantes, monter les pneus tubeless, mettre le liquide anti-crevaison. Bref, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu et donc il restait plus trop longtemps avant que la nuit ne tombe pour aller faire un tour de vélo. Le lendemain matin, c'était ma dernière grosse sortie à vélo avant l'Ironman et après un bon petit déj dans un petit resto typique qui se trouve à Georgetown, une autre petite ville assez sympa juste à 5 minutes au nord de là où on était, je pars pour une grosse boucle de 4 heures au milieu de nulle part, dont 2 heures tempo avec une moyenne de 250 watts qui passe plutôt bien et me mettent bien en confiance pour la course. Une fois la séance terminée, check out, je refais le plein de carbs avec un bon burger bien local, un petit banana bread et un café avant de quitter l'endroit.
Donc on continue encore vers le sud pour aller passer la nuit à Austin où on arrive en fin d'après-midi. Ville assez intéressante, comme presque toutes les villes par contre, le downtown avec les tours n'a pas trop d'intérêt, mais ils ont un Capitole dans le style de celui de Washington, en couleur rose celui-là, et qui est plutôt sympa à voir. Il y a une grosse vibe alternative dans cette ville, ce qui change un petit peu de ce que l'on peut voir généralement dans le coin. Le lendemain, on prend un petit déj dans un des nombreux cafés du coin et direction un grand parc en centre-ville qui s'appelle le Zilker Metropolitan Park pour une session tempo en course à pied avec 2 fois 7 km courus aux alentours de 3,15 kg. Ça passe bien, mais il faut quand même faire avec la chaleur et l'humidité. C'était honnêtement pas la session la plus agréable à faire. Je suis liquéfacté. fait 2 fois 7 km tempo, donc ça fait autour de 4,5, 4,10 par kilo. Et le truc c'est qu'il fait chaud, il fait 31 degrés à peu près, 30-31. Il fait 90% d'humidité peut-être. Ça monte surtout. Et après en ville, il faut s'arrêter tous les 200 mètres au feu, aller se casser les voitures, le feu il dure 3 heures, après il faut relancer. C'était un peu usant, mais bon, c'est bien passé. À une semaine de la course, c'est plutôt rassurant. Une fois douché, on va prendre un lunch dans un quartier qui se trouve juste au sud du centre-ville et on reprend la voiture direction San Antonio où on passera 2 nuits. Là, il y a clairement une grosse présence sud-américaine, ça parle espagnol dans tous les coins et je profite des 2 jours passés sur place pour aller rouler et courir en découvrant le coin, aller nager dans une de leurs nombreuses piscines. À la différence de ce qu'on avait vu dans les autres États, la piscine des facs au Texas est réservée aux étudiants, donc malheureusement impossible de les utiliser cette fois-ci. Alors il y a un petit peu plus à voir dans cette ville, mais bon, honnêtement, c'est pas non plus la folie. Avec la rivière qui serpente dans le centre-ville, on a l'Alamo, ou en tout cas ce qu'il en reste, bien coincé au milieu des tours. On a plus l'impression en vrai d'être dans un parc d'attractions que devant un bâtiment historique et un quartier qui s'appelle Pearl, super sympa pour le coup, très animé pour une fin de week-end et assez agréable pour y passer un petit moment et aller manger un bout. Alors tout ça nous emmène au lundi matin où on prend la direction de Galveston qui se trouve juste au sud de Houston. C'est une petite île qui fait office de station balnéaire juste sur le golfe du Mexique. Ils y font notamment le 70.3 Galveston plutôt en avril. Alors comme d'habitude, je vais découvrir le coin en arrivant, en allant courir et le lendemain, la belle route bien droite qu'ils ont le long de la côte me permet de faire une bonne session d'intensité à vélo de qualité. Ils avaient quand même une alerte météo avec un peu de pluie mais surtout beaucoup de vent latéral et pour le coup j'étais quand même assez content d'avoir pas mal roulé dehors ces derniers temps et donc d'avoir bien le vélo en main pour gérer tout ça. Alors l'endroit n'est pas énorme, même s'ils ont tout de même quelques restaurants et des petits cafés plutôt sympas et à ce moment-là de l'année c'est tout de même un petit peu mort. Ils ont une petite jetée, quelques rues assez classiques où il n'y a pas grand chose qui se passe, donc on repart de là le mardi 18 vers les Woodlands qui se trouvent à une quarantaine de kilomètres au nord de Houston. En remontant sur Houston, on en profite pour aller faire un petit détour par le Mission Control Center de la NASA qui se trouve à une quarantaine de kilomètres juste au sud de la ville. On n'a pas eu le temps de le visiter parce qu'il n'y avait visiblement aucune visite le jour où on y passait, mais pourquoi pas pour une prochaine fois. Alors petit spoiler, je pense qu'on retournera courir l'Ironman Texas dans quelques temps, donc ça sera certainement l'occasion de voir les choses qu'on n'a pas pu voir cette fois-ci. Alors contrairement à ce à quoi on s'attendait, cette partie du Texas par là où on est passé est vraiment bien verte et les Woodlands ne font pas exception. Et comme leur nom l'indique, ils sont vraiment recouverts de forêt et c'est assez bien fait car depuis la route, on voit que très peu les parkings et les bâtiments qui sont vraiment bien intégrés dans le paysage. Mais si ça reste une petite ville comparée à d'autres villes américaines, les distances sont tout de même énormes et il est vraiment indispensable d'avoir une voiture pour pouvoir se déplacer dans le coin. Je profite de la fin de journée pour aller faire une petite reco d'une partie du parcours course à pied le long du canal qui passe en centre-ville. Et franchement, ça me donne vraiment bien envie d'arriver au jour de la course car le cadre est vraiment sympa. Le lendemain matin, on prend la voiture pour aller prendre un petit déj dans un quartier qui s'appelle Creekside. Tout le coin est assez résidentiel avec de belles routes et ça permet de découvrir aussi une partie du parcours vélo. Ensuite, séance souple de natation dans un beau complexe situé juste à côté de l'hôtel. Et l'après-midi, je prends le vélo pour aller faire tourner les jambes et reconnaître le départ de la partie vélo juste après la T1. Les jours suivants sont assez classiques avant une course. On va faire un tour par le village Ironman pour aller récupérer le dossard et voir un petit peu ce qui s'y passe.
c'est-à-dire pas grand chose pour être honnête. Le sac est pas mal, mais bon, c'est pas celui de Kona, c'est pas non plus celui d'Astana. Et donc les journées sont un mélange de repos, de séances souples et de bonne alimentation. On passe naturellement par le check-in du vélo la veille de la course, la récupération du chip et la dépose des sacs dans les zones de transition. La différence pour cette course était que les sacs n'étaient pas suspendus mais posés par numéro sur le sol. Pas vraiment gênant, d'autant plus qu'en sortant relativement devant en natation et en pesant le vélo dans les tout premiers, les volontaires ont eu le temps de prendre les sacs et de nous les donner pour que l'on ne perde pas de temps à ce moment-là. Et puis arrive le jour de la course. Comme d'habitude, réveil 3 heures avant le départ, donc cette fois-ci c'était à 3h30 du matin. Je m'étais couché vers 21h, donc même si la nuit, avant une course, c'est jamais la plus sereine ni la plus longue, je me réveille quand même bien reposé, je me sens vraiment solide et en forme pour attaquer la journée. Petit déj, dernier préparatif et on prend la voiture pour aller tout préparer dans l'aire de transition. Là tout se passe bien, je prends bien le temps de tout vérifier et de tout installer correctement et on se déplace ensuite à pied vers le départ de la natation qui se trouve de l'autre côté du lac, soit à environ 2 km en marchant depuis l'aire de transition. Bon allez, petit changement de décor pour vous raconter la course comme je l'ai vécue avant de vous faire une petite analyse. Alors pour la natation, j'arrive avec suffisamment d'avance, en vrai tout se passe bien, j'étais serein. C'est un rolling start, je me mets dans le sas moins de 60 minutes, ce qui était le temps espéré avant le départ. Et puis là, je commence mon effort tranquillement. On a un aller-retour dans le lac qui fait à peu près 1,2 km, 1,3 km, pareil pour le retour. Il y a juste au bout une sorte d'arche gonflable dans laquelle il faut passer. Là, c'était un peu la guerre parce que forcément, ça se rétrécit. Mais c'était assez cool parce que du coup, il y a également un temps intermédiaire qui apparaît après. Et donc on revient vers le centre et là on prend un canal et le canal en vrai j'avais certainement mal regardé le plan du parcours parce que je pensais qu'il était vachement plus court et je me dis merde le truc il en finit pas et en vrai le canal il était assez long et ça faisait bien 1,5 km par là donc c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais bon ça se passe plutôt bien, les sensations sont bonnes, en vrai je suis vraiment relax, je suis vraiment à l'aise, je double plein de gens donc j'ai une impression d'aller vachement plus vite que ce qui était la réalité. Mais bon, j'ai vraiment pas l'impression de me cramer. Je sors de l'eau, je regarde la montre, 1h04, donc c'est 4 minutes de plus que ce que je voulais, mais honnêtement, c'était la natation où je suis sorti le plus frais de l'eau sur un Ironman. La transition se passe bien, rien à signaler. Je monte sur le vélo et là c'est parti pour donc les 180 km. On a une sorte de petit tour vers le nord des Woodlands au départ, avant de descendre et là de prendre une autoroute entre les Woodlands et donc le nord de Houston. Je crois qu'il y en a pour 40 km, un petit peu moins peut-être, 35 km aller, 35 km retour. Ça on le fait 2 fois et en vrai je suis super bien installé sur le vélo, les roues c'est la folie, je suis vraiment calé. Il y a vraiment très peu de monde au début parce que je suis vraiment dans les premiers à sortir de l'eau au final et je vois que je remonte quand même énormément de gens, donc que ce soit dans la partie avant l'autoroute, là j'en démonte plein et alors quand on monte sur l'autoroute, là vraiment ça n'arrête pas, c'est la folie. Donc le premier tour il y a vraiment personne parce que du coup les gens sont pas encore arrivés. Avant le demi-tour, donc je croise les pros peut-être une quinzaine de minutes en avance avant de faire le demi-tour. Le demi-tour et là on repart pour le deuxième tour et il y a quand même pas mal d'autres athlètes qui sont arrivés. Pour le coup ça devenait quand même un petit peu dangereux parce que au final ça va assez vite. D'ailleurs je crois que c'était Ben Hoffman, il s'est fait démonter par un mec qui sortait du Net Station, donc il fallait quand même faire attention, d'autant plus qu'avec le vent tout le monde ne maîtrisait pas forcément son vélo, donc ça pouvait être un peu chaud parfois. Il y avait beaucoup de gens sur le côté, alors je sais pas si c'était le soleil, si c'était des problèmes de crevaison, mais j'ai vu pas mal d'ambulances aussi, j'ai vu des gens tomber, donc au final ça peut paraître assez simple comme parcours, mais c'était pas non plus super simple à gérer. Et surtout il faut quand même, vu que c'est plat, il faut quand même maintenir un effort constant, c'est difficile de sortir de la position aéro, se détendre un peu, s'y remettre sans perdre énormément de temps. Donc là, fin du deuxième tour, on sort de l'autoroute et il y a encore une petite dizaine de kilomètres qui nous emmènent donc jusqu'à la T2 et là ça tourne pas mal, ça devient beaucoup plus résidentiel. Mais au final, vraiment je fais toute cette partie là tout seul, il n'y a personne autour de moi, personne devant, personne derrière et en vrai je commence à me dire j'ai fait un temps de fou et forcément je vois la moyenne, j'étais à 39 km/h, je vois le temps, j'étais comme un ouf et je pose le vélo, il n'y a personne dans l'aire de transition quasiment et là je vois 4h39 et je dis bon ok, pour le sub 9 ça va le faire parce que je me sens frais, je me sens bien, je pose le vélo, bim, je cours, je vais récupérer mon sac, je prends mon temps pour la transition, je fais pas la même erreur qu'à Vitoria où j'avais mis les chaussettes qui m'avaient défoncé le pied après.
je prends tout, je prends le sac où j'ai les lunettes, le bandeau, la nutrition, et bam, je pars sur le marathon. Approche un peu conservatrice, je commence sur un rythme de 4,30 et je me suis dit, je vais me mettre dedans et au final, je vais descendre petit à petit vers mon objectif qui était entre 4,15 et 4,20. Mais ça le fait pas parce que très rapidement je vois que il y a plus de jus. C'est pas qu'il y a plus de jus, c'est que je vais pas pouvoir vraiment aller beaucoup plus vite et ça devient de plus en plus difficile. Même à maintenir 4,30 ça devient difficile et au fur et à mesure que le premier tour avance, donc c'était 3 tours de 13-14 km, ça devient dur, ça devient très très dur. Et là, je me dis que ça va pas forcément tenir jusqu'à la fin du marathon. J'arrive quand même à maintenir quelque chose d'à peu près décent jusqu'au 21e kilomètre, 20-21e, mais là en fait je commence à vraiment peiner. Très honnêtement, il a fallu que je marche sur une partie, alterner course-marche. Ce qui fait un marathon un peu pourri en un peu plus de 4 heures, alors clairement pas ce pourquoi j'étais venu et pour le coup énorme déception à ce moment-là. Malgré l'ambiance qui honnêtement était top, le long du canal en centre-ville c'est blindé de monde, de plus en plus au fur et à mesure que la journée avance, vraiment très 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 sympa. Mais ce qui était quand même cool, honnêtement, c'était le fait de poser le vélo en premier. Je fais un top 20, en fait je suis 19e au moment où je pose le vélo overall, je suis 5e dans mon groupe d'âge. T'es toujours 5e. 5e de ton groupe d'âge. Mais tu peux avancer, le premier en plus c'est un briton. Faut le défoncer. Ça m'était jamais arrivé sur un Ironman et en vrai c'est quand même une sensation assez cool. Surtout quand tu commences le marathon, il n'y a personne. Tu croises un ou deux pros, mais il y a vraiment personne devant toi. En fait, il y avait juste 24 bonhommes devant moi. Mais bon, comme c'est un parcours de 14 km, au final, j'ai croisé personne. C'est juste sur le deuxième tour, tu commences à voir d'autres athlètes et puis surtout, vu que moi ça partait totalement en couille, là les gens commençaient à me doubler et ça a été comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais bon, en vrai, super expérience, je regrette pas du tout, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai appris notamment qu'il faut que je gère beaucoup mieux la cadence et ça sera beaucoup mieux pour la prochaine fois. Alors en termes d'analyse, comme je vous le disais, et après en avoir parlé avec le coach, mais également avec certains d'entre vous, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris, le gros problème de cette course était certainement la cadence beaucoup trop basse sur le vélo qui m'a forcé à mettre beaucoup trop de force et qui m'a donc bien attaqué les jambes pour la course à pied. J'étais vraiment en dessous de ma zone de puissance cible sur le vélo et j'ai pensé pendant toute la course à appuyer davantage, mais en vrai, j'étais content avec une moyenne de 39 km/h qui me faisait faire un vélo en moins de 4h40 et avec une natation correcte mais sans plus, ça me mettait tout de même en mesure de faire un sub-9 si je sortais une course à pied correcte. Pas hallucinante, juste correcte. Et quand on sait qu'à cette vitesse, le nombre de watts à pousser pour gagner encore en vitesse est exponentiel, j'ai préféré me mesurer et tenter de me préserver pour la course à pied. Et malheureusement, à aucun moment je n'ai pensé à la cadence et aux conséquences possibles pour la suite de la course. En revenant 2 mots sur la natation, les consignes du coach étaient d'y aller tranquille pour ne pas me cramer. Honnêtement, c'est ce que j'ai fait et j'ai même trop suivi les consignes parce que je pense que c'est la natation où je suis sorti le plus frais avec un temps qui était de 4 minutes au-delà de mon objectif. Mais bon, pour le coup, j'ai vraiment pas lutté dans l'eau. Pour être honnête, je pense que je me suis un petit peu endormi quand même. Je doublais beaucoup de personnes et je me sentais super bien et je pense que j'ai cru aller plus vite en réalité que ce qui était le cas. Du coup, ça me permettra d'ajuster un petit peu mieux ma perception de l'effort pour la prochaine fois en espérant enfin exploser cette barre des 60 minutes sur Ironman. Les transitions se passent super bien. Alors, je fais pas les transitions les plus rapides du monde, mais pour le coup, tout est nickel lorsque je prends le vélo ou que je commence le marathon après la T2. Pareil, sur d'autres courses, je me suis vraiment pressé comme un ouf alors même que les temps que j'avais n'étaient pas non plus hallucinants, alors que là, j'y suis allé plutôt relax, même si jusqu'au début du marathon, j'étais tout de même sur ma meilleure performance sur Ironman, avec un top 20 overall et 5e dans mon groupe d'âge. Mais bon, comme vous l'avez vu, la course à pied n'a malheureusement pas suivi. J'ai voulu commencer conservateur en me calant sur un 4,30 pour les premiers kilomètres, histoire de rentrer dans ma course, mais rapidement je vois que je vais juste pas pouvoir descendre en dessous des 4,20 ou des 4,15 comme je me l'étais fixé. J'essaye donc de tenir un maximum mon rythme, mais petit à petit les jambes ne suivent pas et c'est le début d'une longue descente aux enfers où je fais un marathon dont je ne suis vraiment pas content et qui pour le coup sur le moment me met grave les nerfs vu l'incompréhension car forcément pendant la course je comprends juste pas ce qui se passe avec tout ce qui s'était bien passé jusque là, que j'étais au top en arrivant le matin, la natation et le vélo étaient corrects, la nutrition et l'hydratation étaient bien gérées et que j'avais juste à faire ce que j'ai travaillé à l'entraînement pour sortir une belle course du début à la fin. Je pense pas en avoir parlé sur les posts Insta mais après 15 ou 20 km
km, j'ai aussi commencé à avoir des douleurs énormes dans le dos, au niveau de la hanche, au niveau des épaules, en gros les endroits qui me faisaient mal après ma chute à vélo, et ça faisait tellement mal à un moment qu'avec les nerfs en plus de ça, plus la douleur, j'ai cru que j'allais juste me foutre à chialer sur le parcours. Au final, j'ai dû me résoudre à alterner marche et course parce que c'était juste le seul moyen de pouvoir gérer ces douleurs qui devenaient vraiment insupportables. Donc je passe quasiment autant de temps sur le vélo que sur le marathon et je passe la ligne d'arrivée avec un sentiment tout de même de déception, même si ça reste l'une des meilleures courses auxquelles j'ai participé en ce qui concerne le cadre, l'ambiance, l'organisation et juste l'expérience de manière générale. Et comme je vous le disais, j'ai bien l'intention d'y retourner pour finir ce que j'ai commencé. Et bien voilà, cette vidéo je pense marque la fin de cette série. J'espère que ce debrief, tout comme cette série de vidéos, vous aura plu. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de partager tout ça avec vous, de voir que la chaîne grandit encore et que vous êtes de plus en plus nombreux à partager ces expériences avec moi. Et pour ça, je vous dis un grand merci à tous. À la date où sort cette vidéo, il me reste en gros 6 semaines pour gagner encore un peu en vitesse et surtout régler les problèmes à vélo pour sortir une énorme performance sur le 70.3 de West Friesland avant de me tourner vers le gros objectif de 2023 qui sera le Northman. Et là, ça va être quelque chose d'autre, je peux vous le dire. Allez, encore un grand merci à vous tous et à très bientôt pour la suite.